L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'Hebdo Politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78. Et pour cet épisode 234, nous sommes au Sénat. Mon invité est ce soir la sénatrice des Yvelines, Martha de Cidrac. L'hebdo politique. Martha de Cidrac, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans l'Hebdo Politique. Vous êtes sénatrice LR des Yvelines depuis 2017 et conseillère municipale de Saint-Germain-en-Laye depuis 2008. La grosse actualité politique de ce début d'année, c'est évidemment cette réforme des retraites. Au moment où nous enregistrons cette émission, le texte est débattu à l'Assemblée nationale et les manifestations se poursuivent toujours en France. Le débat a débuté dans l'hémicycle dans une ambiance très tendue. Les députés de la NUPES empêchant le ministre du Travail, Olivier Dussopt, de prendre la parole. Depuis le Sénat, comment est-ce que vous avez vu cette scène? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors déjà, depuis le Sénat, nous suivons de près, vous vous en doutez bien, cette réforme qui est aujourd'hui examinée à l'Assemblée. Et je pense, tout d'abord, au préalable, il faut rappeler ce qu'est le Parlement. Le Parlement, c'est l'expression du peuple, hein, l'Assemblée nationale, les citoyens, le Sénat, les collectivités territoriales. Et il me semble que tout débat doit se passer dans la sérénité la plus recherchée qui soit. Et à ce titre-là, je trouve que c'est un tout petit peu dommage parce qu'en réalité, le fond de la réforme, le fond des débats qui pourraient être sereins sur un certain nombre de sujets, malgré les désaccords que j'entends, que tout le monde entend, que l'on voit, vous avez évoqué les manifestations dans la rue, il me semble que le lieu de l'Assemblée doit rester un lieu de débat serein, sans invective, pour que chacun, effectivement, puisse exprimer pleinement ses opinions, ses convictions, parce que c'est au bénéfice de nous tous. C'est, je dirais, ce qui fait la grandeur d'une démocratie. Alors on le rappelle, cette réforme des retraites a pour but de reporter l'âge légal de départ à la retraite de 2 années. Aujourd'hui, pour une majorité de Français, cet âge est de 62 ans. Avec la réforme, donc les Français nés à partir de septembre 1961 partiront 3 mois plus tard à la retraite. Il y aura ensuite une augmentation progressive pour atteindre en 2030 l'âge de 64 ans. Le nombre d'années de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein passera lui aussi donc de 42 à 43 ans. Alors une question revient dans le débat très souvent, c'est est-ce que cette réforme est juste? Je ne sais pas si elle est juste, c'est difficile de répondre simplement par un oui ou par un non. En revanche, elle est nécessaire. Et je crois que ce débat-là aurait dû même avoir lieu beaucoup plus tôt. Il se trouve qu'au dernier quinquennat, le travail n'a pas été fait, le débat n'a pas pu se mener. Là, on l'aborde peut-être même pas suffisamment sur le fond en tant que tel, mais il est nécessaire. Ce débat est nécessaire et je crois que cette réforme, j'ose le dire, est nécessaire également. Alors si on regarde un petit peu chez nos voisins et qu'on sort un peu du spectre français, l'âge de départ en Allemagne est aujourd'hui de 65 ans et 10 mois. Il passera progressivement à 67 ans en 2031. En Espagne, c'est 65 ans avec au moins 37,5 années de cotisation. En Italie, c'est même 67 ans. Au Royaume-Uni, 66 ans. De ce point de vue, la question, peut-être faut-il s'inspirer de nos voisins ou bien, au contraire, faut-il préserver cette exception française? Ce qu'il faut préserver en France, c'est notre système de répartition. En fait, nous avons une retraite de répartition, tout ne se vaut pas, tout ne peut pas être comparé. Et à ce titre-là, je pense que c'est quelque chose qui est quand même globalement assez partagé. Après, pour pouvoir préserver cette retraite à laquelle nous sommes tous très attachés, il nous faut faire un certain nombre de réformes. Donc le sujet de savoir est-ce qu'il faut qu'on aille jusqu'à 64 ans, 65 ans, dans d'autres pays beaucoup plus loin, ne se pose pas dans de bons termes si on devait comparer simplement cet aspect-là des choses. Parce que au sein même de notre retraite de répartition, il subsiste encore un certain nombre d'inégalités et je pense ce n'est pas parfait, la réforme n'est pas parfaite, je ne vais pas vous tenir ce discours-là, mais ça va quand même dans le bon sens. D'ailleurs, nous, ici au Sénat, régulièrement, tous les ans à l'occasion du PLFSS, c'était des propositions que nous essayons de faire entendre par l'exécutif. Alors sans le soutien des députés LR, le texte a peu de chances de passer, et sans le soutien également au Sénat, à part si un 49.3 est utilisé. Il a fallu donc négocier pour la Première ministre. Les LR ont obtenu le fait que ceux ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans
pourront finalement partir donc à 63 ans et non plus 64. Autre problématique liée à la réforme, le travail des seniors. Selon une étude réalisée en 2021, 56% des 55-64 ans avaient un emploi au moment de partir à cet âge. Le gouvernement souhaite lui créer via cette réforme des retraites un index senior pour mieux connaître la place des salariés en fin de carrière et ainsi valoriser les bonnes pratiques et dénoncer les mauvaises. Est-ce que cet index senior, c'est une bonne chose selon vous? Alors écoutez, on va voir finalement sous quelle forme le texte va nous arriver ici définitivement. En revanche, il y a quelque chose qui est évidemment soulevé à travers votre question et à travers les quelques mesures évoquées, c'est que nous avons aujourd'hui en France un vrai sujet sur l'emploi des seniors et sur l'emploi des jeunes. Et lorsque vous faites un petit parangonnage, et ça mériterait d'ailleurs que ce soit véritablement fait, y compris dans le débat public, on observe que dans les pays où vous avez un beau taux d'employabilité des seniors, vous avez un très beau taux d'employabilité de la jeunesse. Ça veut dire que les deux éléments, les deux ne sont phénomènes pas contradictoires. Ne sont pas du tout contradictoires. Donc déjà, cela, il ne faut pas l'opposer. Mais je voudrais aussi soulever ce qui manque également dans ce texte-là et qui, moi, m'interpelle malgré tout, c'est la différence qui peut exister entre le privé et le public. Je pense que là aussi, il y a pour beaucoup de Français une véritable inégalité sur le calcul des derniers semestres, sur le calcul de la retraite. Donc je crois, toujours pour répondre pleinement à votre question, que la réforme des retraites, là, aujourd'hui, telle qu'elle est présentée, est un texte qui va en partie dans le bon sens. Donc moi j'observe, je vais regarder véritablement quel sera le texte que nous aurons à examiner ici au Sénat, mais ne perdons pas de vue que le texte ne sera de toute façon pas complet, ne répondra pas à toutes les questions que les Français sont en droit de se poser. Alors au sein de votre famille politique, une voix, celle de David Lisnard, défend un autre système de retraite, celui par capitalisation, dans lequel le salarié autofinance sa propre retraite. Alors aujourd'hui, notre système, c'est la répartition, vous l'avez dit, vous souhaitez le défendre. Dans ce système, les actifs cotisent pour financer donc, la retraite des inactifs. Le maire de Cannes, lui, propose qu'un étage de capitalisation sur un socle de répartition soit appliqué. Est-ce que cette idée pourrait vous convaincre, vous qui disiez juste à l'instant qu'il fallait défendre le système par répartition? Alors, ce que j'ai dit précisément, c'est que nous avons un système de répartition qui est fort et qui est très ancré en France, qu'il ne faut pas fragiliser. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas pour un système aussi partiellement de capital. Ça se pratique aujourd'hui en France. Il existe sur un certain nombre, il y a des dispositifs qui vont dans ce sens-là. Donc ne les balayons pas. Ils peuvent être aussi une partie de la solution pour permettre à un Français qui a envie de cotiser en partie pour sa propre retraite, qui puisse le faire. Donc je pense que il ne faut pas opposer les deux. En revanche, il faut trouver le bon équilibre pour véritablement chacun y trouve son compte. Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut de toute façon examiner et regarder de près. Alors on l'a vu à l'Assemblée nationale, tous les députés LR ne votent pas ensemble. Il y a parfois des distorsions sur la ligne politique à avoir. Éric Ciotti, le nouveau président du parti, a parfois du mal à jouer les équilibristes entre les différentes volontés d'opposition, entre une opposition ferme et une opposition constructive qui pourrait faire penser à une forme d'alliance avec la Macronie. Alors aujourd'hui, quelle place doit occuper LR selon vous ? Alors moi je suis LR et je pense que LR doit occuper une place forte parce que lorsque l'on regarde en réalité dans les territoires, nous avons encore un certain nombre de messages à faire passer et qui sont en réalité soutenus en fait par beaucoup de notre population. La grande force du parti aujourd'hui, c'est son ancrage local encore. Non, aujourd'hui nous sommes en véritable difficulté. Je veux dire, il ne faut pas se cacher derrière son petit dame, mais ça ne veut pas dire pour autant que nos idées sont mortes en tant que telles et n'existent pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous ayons quand même en tête. Et moi, je fais partie de celles et de ceux qui pensent que nous avons encore tout à reconstruire en partant sur nos idées, sur les valeurs qui sont celles portées par la famille politique à laquelle j'appartiens. Et je reste persuadée que nous avons encore beaucoup de choses à partager et à dire et à porter dans le débat public. Donc ne nous trompons pas, ne pas juger, je dirais, l'ensemble de ce que peut être notre famille politique à travers un débat sur un texte de loi simplement. C'est beaucoup plus complexe que ça et ça va nécessiter à chacun d'entre nous de faire sa part du travail, du job, si je peux l'exprimer ainsi. Alors le Sénat et l'Assemblée nationale se sont mis d'accord sur la loi relative
relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable pour participer donc aux objectifs du Pacte vert européen qui veut faire de notre continent un continent neutre en carbone à l'horizon 2050. Un projet de loi avec 4 piliers, donc d'abord accélérer les procédures, ensuite libérer le foncier nécessaire, accélérer également le déploiement de l'éolien en mer et enfin améliorer le financement et l'attractivité des projets d'énergie renouvelable. Alors quelles sont les modifications que vous aviez souhaité apporter à ce projet de loi au Sénat ? Alors déjà, moi j'avais déposé un amendement qui avait été voté ici, qui était en réalité, vous savez que je suis sur les sujets d'économie circulaire et environnementaux, j'ai souhaité que l'on tienne compte de la fin de vie de ce que sont les éoliennes et ce qu'elles deviendraient après, puisque aujourd'hui nous n'avons pas véritablement de filière en réalité suffisamment forte. Mon amendement avait été voté au Sénat, il a été réécrit différemment et la mesure a été préservée dans le texte définitif et à ce titre-là, je m'en réjouis. Mais il y a d'autres apports du Sénat. Je pense notamment au fait que les élus vont être concertés. On ne pourra pas implanter de l'éolien, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Moi, j'entends tous les avis, sans pour autant que les élus d'un territoire donné ne donnent leur avis. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement un apport du Sénat et qui est important. Il pourrait y avoir un droit de veto. Non, on n'est pas dans... Ça a été traduit comme un droit de veto. C'est un terme que nous récusons ici, en fait, parce que tout simplement, lorsque vous êtes un élu local et que vous avez la gestion d'un territoire, la moindre des choses, c'est que vous puissiez donner votre avis. Vous ne bloquez pas, mais vous donnez votre avis et donc vous pesez dans le débat global. Deuxième apport, ce n'est pas les seuls, mais deuxième chose qui était très importante dans ce que nous avons apporté dans le débat, c'est que vous savez qu'en termes de production, en termes de retombées financières, les territoires en étaient exclus. C'est-à-dire que vous pouviez avoir des retombées financières, mais qui n'allaient pas au bénéfice des territoires là où était implanté l'éolien, mais allaient dans des budgets autres. Et le Sénat a permis justement, et d'ailleurs c'est une façon, dans une certaine mesure, d'envoyer un message positif pour dire aux élus qui souhaitent s'engager dans de l'implantation d'éolien sur leur territoire, qu'ils ne seront pas les grands perdants, je dis ça entre guillemets, à un moment donné, parce qu'ils ne vont pas avoir juste à gérer éventuellement les mécontents de leur territoire, mais il va y avoir aussi des retombées qui leur permettront ensuite d'investir dans les projets du territoire. Donc tout ça pour dire que le débat a été dense, le débat n'a pas été toujours simple, mais il me semble que nous sommes arrivés à un texte de consensus qui n'est pas inintéressant et qui nous permet tous d'y trouver son compte en fait. Parce que si je me souviens bien, lors de la campagne de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse n'était pas, et les LR, vous n'étiez pas extrêmement favorable au développement de l'éolien en mer. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait changer d'avis? Pas tous. Moi, personnellement, je n'ai jamais été opposée à l'éolien, avec les quelques précautions à avoir. C'est que l'éolien, contrairement à ce que par le passé, on n'est plus du tout dans ce discours-là, heureusement, n'est pas une énergie aussi propre qu'il peut sembler, puisque vous savez que maintenant, on tient compte du cycle de vie, en fait, de toutes les mesures, quelles qu'elles soient, et on observe que l'éolien n'est pas si neutre que cela d'un point de vue environnemental, et par ailleurs, n'est pas une énergie à production constante, il peut y avoir des moments d'autres énergies qui se substituent, etc. Donc non, le débat était relativement, les esprits ont beaucoup évolué, le débat sur cet aspect-là a aussi évolué, mais évidemment, il y a toujours, vous trouverez toujours de tous bords d'ailleurs, des élus locaux qui ne souhaiteront pas avoir certainement d'éoliennes sur leur territoire. Justement, donc il faut les accompagner. Sur la politique locale, le Sénat a pour vocation de représenter les collectivités territoriales en matière de transition écologique. On a tendance à penser que plus l'échelle est grande, plus on est efficace. Mais les villes, les communautés d'agglomération, les départements aussi ont un rôle majeur à jouer dans la transition écologique. Vous le pensez également ? Oui, moi je crois que de toute façon, il ne faut pas opposer. Aujourd'hui, nous avons des configurations qui sont ce qu'elles sont. Donc ne nous opposons pas. C'est déjà très compliqué aujourd'hui. Nous sommes dans une période de finances contraintes. Donc je pense qu'au-delà de se dire est-ce qu'il y a trop d'échelons, pas assez d'échelons, tous ces débats que l'on traîne, je le dis vraiment comme ça, depuis des années. Le fameux millefeuille administratif. Vous savez, il y a eu des projets qu'on a abandonnés. Chaque jour, j'ai envie de dire, on a de nouvelles réflexions qui arrivent.
je crois que la vraie question que l'on doit tous se poser, surtout en cette période, c'est quelle est l'efficacité en fait de ce que nous faisons les uns et les autres, et travaillons plus, j'ai envie de dire, avec une plus forte proximité les uns avec les autres. Une chose est certaine, et cette période de crise nous l'a véritablement enseigné et démontré, si encore on doutait, c'est que l'échelon communal est fondamental. On a vu avec la crise, avec la pandémie, les Français se sont tous tournés vers leurs élus locaux et vers leurs maires pour qui avaient telles difficultés, les masques, les mises en place de tout ce qui était vaccinodrome. On a oublié tout cela, mais en réalité, ce sont les communes qui ont organisé finalement véritablement cette gestion de proximité. Ne l'oublions pas. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, ne nous opposons pas. C'est pas le moment. C'est des sujets qui véritablement et certainement nous occuperont à l'avenir, mais dans le contexte actuel, moi je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie que la proximité, l'efficacité et le dialogue entre les différents échelons est fondamental. On parlait de politique énergétique à l'instant. La politique énergétique de la France, ce n'est pas seulement les énergies renouvelables, mais c'est aussi la poursuite du nucléaire dans un contexte où l'indépendance énergétique devient un enjeu politique. La France souhaite accélérer aussi sur donc, le nucléaire en accélérant les procédures pour construire ces fameux nouveaux réacteurs. Simplification des procédures, est-ce que ça veut dire moins de sécurité ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et j'ai envie de dire enfin, on s'est posé la bonne question et on y apporte une réponse. Je crois qu'aujourd'hui, ce dont il faut se souvenir, c'est que la France avait, je parle au passé et j'en suis vraiment désolée, une production décarbonée en quantité dont on s'est privé pour un tas de raisons idéologiques, et aujourd'hui on feint de redécouvrir le bénéfice du nucléaire. Moi, tout à l'heure vous avez entendu comme moi en hémicycle Madame Pannier-Runacher qui avait l'air de redécouvrir le bénéfice décarboné de cette énergie nucléaire. Personnellement, je crois que c'est une très bonne chose, et pour répondre vraiment à votre sujet de sécurité, sur bien évidemment, comme n'importe quel process industriel, il y a des précautions à prendre. La France a toujours été pilote en fait en matière énergétique nucléaire, et je pense qu'aujourd'hui ce à quoi nous devons être vigilants, ce sont les formations dans ces filières-là. Parce que à force d'annoncer par le passé que nous allions fermer tous nos réacteurs, vous avez beaucoup de talents qui se sont détournés de la filière nucléaire pour faire autre chose. Donc c'est ça qu'il va falloir reconstruire et rebâtir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la sécurité de nos centrales nucléaires est menacée. L'hebdo politique. Toujours avec Martha de Cidrac, sénatrice LR des Yvelines. Le Sénat a aussi adopté la loi anti-squat, une nouvelle loi attendue suite à la médiatisation de nombreuses affaires. La nouvelle loi triple désormais les sanctions contre les squatteurs qui risqueront maintenant 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement si la loi est adoptée en dernière lecture à l'Assemblée nationale. Un texte que la majorité juge équilibré puisque vous avez conservé au Sénat donc la possibilité de pénaliser le locataire qui se maintient dans les lieux à la suite d'un jugement d'expulsion. Alors est-ce que cette nouvelle loi a vocation à réduire le nombre de situations qu'on a vues récemment plusieurs fois dans les médias ? Écoutez, je l'espère, parce qu'en réalité, je crois que ne nous trompons pas d'objectif. Là, d'ailleurs, elle porte bien son nom, c'est une loi anti-squat, c'est-à-dire une occupation illégale d'un bien qui ne vous appartient pas. On n'est pas du tout dans le discours, comme certains voulaient le faire croire, qu'on était confrontés à des locataires qui avaient des difficultés de paiement de loyer, comme cela peut arriver, etc. Ce sont deux sujets très différents, et les dispositions et les mesures qui ont été votées dans ce cadre-là ont reprécisé les choses, et je crois que de ce point de vue, c'est bien. C'est bien. Comment moi je le vois dans mon territoire, expliquer à un propriétaire qui rentre d'un déplacement que subitement il y a quelqu'un dans son logement qui a changé les serrures, et il mettra parce que c'est le cas aujourd'hui, des mois voire des années à pouvoir récupérer son bien. Mais non seulement ça, c'est-à-dire qu'aussi s'il arrivait quoi que ce soit au sein de ce logement occupé illégalement, il en était toujours responsable. Donc je pense qu'il y avait aussi une équité à remettre au cœur de ce débat. C'est ce que nous avons fait, donc nous verrons quel sera définitivement le texte adopté. Mais en tout cas, je trouve que c'est un texte, oui, équilibré et qui répond
répond à un certain nombre de questionnements de Français propriétaires. Quand on dit propriétaire, on s'imagine des propriétaires de châteaux, d'hôtels particuliers. C'est pas du tout ça. Hein. Là, véritablement, on s'adresse à des Français qui ont économisé toute leur vie pour pouvoir acheter un bien et qui un jour se retrouvent avec un bien qui leur a été confisqué de façon illégale. Poursuivons maintenant sur la thématique du logement avec la problématique du sans-abrisme. 20 maires de gauche de grandes villes ont publié une lettre ouverte dans le JDD adressée à Emmanuel Macron sur ce sujet. Parmi eux, Anne Hidalgo, maire de Paris, ou encore Grégory Doucet, maire de Lyon. Ils réclament une loi de programmation et de planification des places d'hébergement, alors que la Fondation Abbé Pierre affirme qu'il y a en France 330 000 personnes en situation de sans-abrisme, selon une étude. C'est l'équivalent de la ville de Nantes. Pour donner un ordre d'idée, c'est un constat d'échec un peu pour les politiques menées précédemment. Est-ce qu'on peut résoudre ce problème où il y a une certaine fatalité ? Je pense qu'il faut s'y atteler, et d'ailleurs quand je dis il faut s'y atteler, on s'y attelle. Et vous avez déjà un certain nombre de dispositifs qui existent en termes d'hébergement d'urgence insuffisants. Mais la vraie question en fait qui se cache derrière cela, c'est comment expliquez-vous que dans un pays comme la France aujourd'hui, on se retrouve avec de tels chiffres ? C'est quand même quelque chose qui doit nous interpeller. Et comment expliquer aussi qu'aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans du logement social, vous n'en sortez quasiment pas de votre vie parce que vous n'en avez pas les moyens. Il y a un tel pas à franchir pour pouvoir passer du logement social à du logement privé que ça doit nous interroger sur la manière même dont, d'une part, cet écart de loyer qui peut exister, la manière même dont en fait, nos emplois nous permettent, nos salaires nous permettent de nous loger. Ça, il y a une vraie question qui reviendra, je pense, à travers différents textes. Et je prends moi l'exemple des Yvelines. Dans les Yvelines, nous avons des associations qui travaillent sur le terrain au quotidien. Moi-même, par le passé, je faisais des maraudes de nuit pour constater cela. Et nous avons de l'ordre de 3000 hébergements d'urgence possibles dans notre département qui parfois aussi sont refusés par les personnes que l'on va et que l'on essaye d'assister. Donc je pense qu'il y a une vraie interrogation à avoir aussi sur ce que seront en fait ces lieux d'hébergement d'urgence. Pourquoi autant de sans-abri et pourquoi, vous l'avez vous-même relevé, leurs chiffres augmentent. On a une espèce de paupérisation à cause d'un pouvoir d'achat en berne, voire qui baisse. Donc il est vrai que c'est une question à laquelle nous n'avons pas encore de réponse satisfaisante, mais à laquelle, bien évidemment, il est évident qu'il va falloir se pencher. Et je ne suis pas sûre de l'information, mais il me semble qu'il va y avoir des PPL qui vont être déposés dans ce sens-là. Donc on aura l'occasion d'en reparler ici au Parlement. J'aimerais revenir maintenant, Martha de Cidrac, sur ce vote qui a été extrêmement médiatisé sur l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. 166 votes pour et 152 votes contre. Un choix qui a divisé votre groupe politique. 16 sénateurs LR ont voté pour. Vous avez voté contre. Pourquoi ce vote ? Alors d'une part parce que moi je pense qu'en politique il faut être toujours cohérent avec ses votes. Lorsque nous l'avions examiné fin d'année dernière, j'étais déjà sur la même position pour une raison toute simple. Aujourd'hui en France, dans l'état actuel du texte, enfin de la loi, l'IVG n'est pas menacée. Je rappelle simplement rapidement les raisons pour lesquelles le texte a été déposé. C'est qu'il y a eu évidemment ce que l'on a vu aux États-Unis et donc certains ont craint qu'en France également ce droit à l'IVG soit menacé. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et moi je défie quiconque de trouver un parti politique aujourd'hui en France qui aurait déclaré être contre l'IVG et vouloir revenir sur les lois déjà votées pour lesquelles d'ailleurs la droite et le centre ont porté véritablement... Alors l'argument qui revient dans ce cas, et on l'a vu la semaine dernière avec le sénateur Rémi Féraud, il disait que c'était parce que les États-Unis, il se référait à la situation politique aux États-Unis. Qui n'est pas comparable à celle de la France. Nous n'avons pas du tout les mêmes, je dirais, configurations parlementaires et démocratiques en tant que telles. Les États-Unis sont un grand pays démocratique, nous le sommes également, mais nous n'avons pas exactement les mêmes institutions et elles ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Moi,
j'attire votre attention par rapport au texte qui a été voté. Pourquoi j'ai voté contre l'amendement, en fait? Parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'au Sénat, nous avons voté un texte modifié par un amendement qui a été déposé par un de nos collègues. Et la raison pour laquelle, d'une part, Constance, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi parce que quand vous regardez l'article 34, aujourd'hui dans l'article 34, en réalité qui se réfère aux droits fondamentaux des Français, il y avait un consensus national en France pour dire que l'IVG faisait partie de ces droits, en fait, des Français. Le fait de constitutionnaliser à travers l'amendement qui a été voté en disant que cela devient que la loi finalement définit la liberté en matière d'IVG, en réalité, ma conviction intime, c'est que nous fragilisons ce droit-là. Moi, je suis pour l'IVG. Je pense que c'est quelque chose qui a été obtenu pour les femmes de longue lutte. Et je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas fragiliser et à ne pas lancer des débats qui iraient en réalité à contre-emploi. Aujourd'hui, en France, on n'a pas de sujet là-dessus. Alors, on a un autre argument qui nous est parfois renvoyé à la figure en disant il y a des territoires où les femmes ne peuvent pas faire l'IVG. Mais ce n'est pas parce que on ne souhaite pas leur répondre à leurs demandes, simplement parce que là c'est un autre sujet crucial et éminemment important en ce moment, c'est que nous sommes aujourd'hui en France confrontés aux déserts médicaux. Et de la même manière, vous seriez cardiaque, vous n'aurez peut-être pas votre cardiologue à côté de chez vous. Malheureusement, parfois il arrive aussi que des femmes dépassent les délais légaux parce que, en fait, vous n'avez pas la possibilité on n'a pas la possibilité de répondre à votre demande dans les délais, dans votre lieu géographique. Il faut se déplacer. Merci beaucoup Martha Sidrac d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes sénatrice LR des Yvelines et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Radio Sensation. Très bonne soirée à tous. L'Hebdo Politique.